effectivement, cette dualité pose le problème de l'astropsychologie. C'est-à-dire que la psychologie, est-ce qu'on peut faire une psychologie non prévisionnelle? Est-ce qu'on peut faire une psychologie non cyclique? Parce que moi, par exemple, j'ai suivi beaucoup j'ai filmé beaucoup de conférences de Didier Gélin, vous pouvez trouver sur Internet, où il fait l'étude des chanteurs, des chanteuses du XXe siècle. À aucun moment, il introduit un élément cyclique. De prévision, c'est-à-dire. C'est-à-dire que dit que la personne a eu telle période dans sa carrière, etc. Mais il ne justifie pas ça cycliquement. C'est simplement le thème natal. Donc il y a une espèce d'impuissance de certains astrologues à intégrer le processus cyclique. Parce que c'est trop compliqué. Pour une raison très simple, c'est que c'est trop compliqué. Pour expliquer les choses comme elles sont, il y a des choses qui sont tellement compliquées qu'on n'y recourt pas. Simplement. Et quand c'est relativement simple, c'est un outil beaucoup plus maniable. Donc, est-ce qu'on peut faire, mon cher Dominique, est-ce qu'on peut faire est-ce que l'astropsychologie peut se permettre de ne pas être prédictive? De fait, elle l'est. Il y a énormément d'astropsychologues qui rejettent la prévision parce qu'ils trouvent ça soit trop dur, soit pas éthique. Donc, de fait, oui, on peut faire de l'astropsychologie sans prévision. Non. Ça dépend de ce que vous appelez prévision. Prévision, ça veut dire quoi pour vous dans votre langage, prévision? Déterminer soit des événements, soit des périodes. Des changements. Prévoir des changements de comportement. Bon, c'est une prévision. Ça ne veut pas dire que je vais dire exactement ce qui va arriver à la personne. Mais je vais dire quelle va être sa nouvelle motivation, sa nouvelle priorité. Bon, si vous ne faites pas ça, ça ne va pas. Quand vous rencontrez une personne à un moment donné, elle est dans une phase donnée. Et il ne faudrait pas essayer. Et si ça se trouve, dans 2 ans plus tard, elle sera dans une autre phase. Mais ça, vous ne le savez pas. Et elle-même ne le sait pas elle-même. Oui, je suis assez d'accord. De toute façon, l'astrologie a toujours été prédictive. Et c'est une nouveauté que les astrologues se refusent à prédire. Oui, notamment, il y a eu la Fédération des astrologues de France, francophone, qui avait pris position contre la prévision. Mais peut-être que le problème était mal posé. Parce que moi, je ne parle pas de prévision événementielle. Je dis simplement que. Alors, d'autre part, ça lance un autre débat. Est-ce que l'astrologie est faite pour tout le monde? Ou est-ce qu'elle est faite uniquement pour l'élite? Oui, alors là, sur ce point-là, c'est un vaste débat, mon cher. De toute façon, moi, je suis plutôt dans une approche traditionnelle. Donc oui. Voilà. Alors moi, je dis non. L'astrologie est faite pour l'élite, pour les leaders. C'est la science du leadership, l'astrologie. Et par conséquent, elle n'est faite que pour des gens qui ont des moments comme ça cycliques, des balancements, des basculements. Ce que j'ai compris, vous avez tiré cette conclusion grâce aux travaux de Gauquelin, puisque le truc c'était de trouver l'effet Mars et les autres effets s'appliquent uniquement aux sportifs qui réussissent le mieux. Donc finalement, c'est un peu l'élite. Oui, j'avais trouvé effectivement une convergence à ce niveau-là, mais c'est pas pour autant qu'ils m'ont inspiré fondamentalement. Mais en effet, Gauquelin intuitivement a mis l'accent là-dessus. Pour une raison très simple, c'est que c'était les éléments dont il pouvait disposer. Il y avait des annuaires professionnels qui le permettaient. Et c'est tout le problème. Les gens plus. Moi, j'ai distingué récemment, je ne sais pas si vous avez lu mon article là-dessus, astrologie privée, astrologie publique. L'astrologue, quelqu'un qui est spécialisé, comme on dit, le droit privé et de république. Quelqu'un qui est astrologue privé, il étudie une personne privée, des anonymes. Bon. Et quelqu'un qui est spécialisé en astrologie publique, il va étudier des personnes publiques. Alors, la différence entre les anonymes et les personnes publiques, on sait qui elles sont. On sait qui elles sont, on sait ce qu'elles ont fait. On n'a pas à leur demander est-ce que vous avez fait ci ou ci. On n'a pas à demander à quelqu'un de public qu'est-ce qu'il a fait. Alors quand dans l'anonyme, on ne sait rien de cette personne-là, donc on va dépendre de ce qu'il va nous dire. Il y a l'avantage aussi d'une personne privée, c'est qu'on peut, entre guillemets, tester tout ce que peut comporter le thème natal, alors qu'une personne publique, elle a une vie publique, mais elle a aussi une vie privée, et malheureusement, on ne peut pas toucher à ce qui est privé, quoi. Oui, mais on ne peut pas toucher à ce qui est privé aussi. Oui, mais ça c'est valable pour n'importe qui. Ça. Alors, la vie privée, c'est la vie privée.
bon, alors, vous avez des arguments qui sont un peu, excusez-moi, un peu spécieux, parce que, et puis même quelqu'un de public, on sait très bien ce qui lui est arrivé dans sa vie privée. Hein. Prenez le cas de François Hollande ou de n'importe qui ou de Sarkozy. Ouais. C'est pas la vie privée On sait qui ce nous qui lui qui est échappe. arrivé en vie privée au moment de sa présidence, mais maintenant, la vie privée de François Hollande, est-ce que quelqu'un sait Oui, on comment l'a il se su présente? encore, mais non, mais la question n'est pas là. De toute façon, le problème se pose, c'est que des gens publics aient une vie privée comme les gens qui ne sont pas publics. Oui, bon, ben, on peut dire aussi. Mais la question n'est pas là. La question, c'est peut-être ce qui nous intéresse nous, c'est les personnages publics. Cela dit, je ne sais pas si vous avez lu un texte de ça, vous savez, la vie sentimentale ne doit pas être séparée de la vie publique. Vous savez pourquoi? Non. Parce que euh, ce phénomène d'attraction, de séduction du leader, il est capté par les femmes. Mhm. C'est-à-dire qu'il est rare qu'un leader, quand il est dans une période de séduction et d'attraction, n'ait pas une femme dans les bras, si vous voulez. Quelque chose. Et moi j'ai appelé ça, les femmes, c'est un effet annonciateur. C'est-à-dire que il faut, Oui. quand on est dans une phase de quadrature, quelque part, il y a des femmes qui sont attirées par vous, en même temps que vous voyez par la suite que vous rayonnez aussi par ailleurs. Je me souviens, vous avez parlé d'annonciateur, mais est-ce qu'il ne faut pas que le leader devienne leader avant que les femmes soient attirées Pardon? par lui? Est-ce qu'il ne faut pas que le leader devienne leader avant que les femmes soient attirées par lui? Ou est-ce que vous pensez vraiment que c'est parce que les femmes s'intéressent à un individu que cet individu Oui, va non, devenir non, leader? non, non, je pense que les femmes sont intéressées par une personne en tant que personne. Elles ne savent pas forcément que c'est un leader. Enfin, non, non, je ne dirais pas ça. Non, je ne dirais pas ça de manière systématique. Non, non, je pense qu'il y a une attirance humaine, personnelle, voilà, et qui fait que c'est un signe, c'est un signal, c'est un signe. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas dégager, di- distinguer clairement vie privée et vie publique pour un leader, puisque quelque part sa vie privée est significative. D'ailleurs, Napoléon, pour prendre le cas de Napoléon, on sait très bien que, ou des camps, par exemple Mitterrand, bon, on sait très bien, ou même Chirac, la vie des leaders a été très marquée par leur vie privée, de toute manière, à un certain moment. Mhm. Donc, donc ce débat vie privée public n'est pas si. Non, pour moi, c'est un ensemble. Je ne sépare pas les deux. Hein. Je ne sépare pas les deux. Euh, et inversement, lorsque on passe d'une phase de quadrature Jupiter-Soleil à une phase de conjonction ou opposition, il va y avoir des problèmes à ce niveau-là aussi, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. C'est marrant parce que Ça, vos il y a ce qu'on systèmes, appelle attachement. Si vous voulez, c'est comme un aimant. À un moment donné, ça aimante, à un moment, ça n'aimante plus. votre système il est quand même assez différent de ce que dirait l'astrologie traditionnelle. Parce que pour l'astrologie traditionnelle, le passage de Jupiter en transit sur le Soleil en conjonction, c'est quand même un passage qui est censé être heureux et positif. Alors que le passage par carré est Attendez, censé. excusez-moi, j'emploierai pas le terme positif ou pas positif. La conjonction n'est pas négative. Elle permet au leader de passer sur un autre plan. Vous avez dit qu'elle tend à le pousser à l'intériorisation. Non, 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 mais vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire. Tout à l'heure, je vous l'ai donné tout à l'heure. C'est le moment où le leader va s'occuper des choses plus que des gens. Il va s'occuper de l'administration, Mhm. il va s'occuper de choses plus solides, il va gérer le passé, il va gérer tout le capital. Un leader, il est responsable d'un pays. D'accord. Bon, il est responsable d'une histoire. Voilà. Il n'est pas uniquement à s'occuper des problèmes immédiats. Donc ne me faites pas dire du tout que la conjonction est un mauvais aspect. C'est simplement un aspect qui conduit le leader à ne plus à se détacher des considérations relationnelles qui quelque part l'empêchent de penser sainement, enfin, disons à la limite, hein, de se concentrer sur l'essentiel. Tout à l'heure, je disais à propos de la pandémie, la question est là. Est-ce que, bon, euh, est-ce que, est-ce que tel leader, selon la phase dans laquelle le leader se trouve, il ne va pas gérer ces problèmes-là de la même manière. Donc, si nous savions cela, si les gens savaient cela, ils sauraient ce qui va se passer. Est-ce qu'on veut un leader qui s'occupe des problèmes? Moi, personnellement, je veux dire, mon sentiment, c'est qu'on a
on a sacrifié l'économie à des enjeux d'urgence qui étaient finalement, à mon avis, assez secondaires. Bon, voilà, bon, donc, voilà, bon, moi c'est mon sentiment. Et donc, euh, je crois que là, un autre leader n'aurait pas fait ces choix-là. On ne va pas gérer un pays en disant combien il y a de lits dans les hôpitaux, par exemple. C'est presque, enfin, c'est presque délirant comme façon de fonctionner. Bon. Donc, vous voyez bien que selon la personnalité du leader, on pourrait aussi parler du Premier ministre. Est-ce que le choix du Premier ministre, parce que justement, le président de la République, il peut choisir le Premier ministre. Il peut choisir le Premier ministre en connaissance de cause. Est-ce que, moi j'ai pas fait attention, est-ce que Jean Castex était le bon Premier ministre pour gérer la situation actuelle et dans quel sens on voulait qu'elle soit gérée aussi. C'est ça la question. C'est là que vous avez touché un problème. C'est que maintenant l'astrologie, elle décide. Elle nous aide à déterminer qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Vous voulez ceci? Prenez celui-là. Vous voulez cela? Prenez celui-ci. On n'est plus en train de dire ah, on va voir ce qui va se passer. On dit aux gens voilà la situation. Euh, alors, soit vous tirez au sort en disant on va prendre celui-ci ou celui-là, ou alors vous dites nous voulons cette politique-là, et nous choisissons le leader en conséquence. Il y a un truc que je comprends pas quand même. Comment vous voulez choisir un leader? Vous choisissez un leader seulement selon la phase Jupiter-Soleil dans laquelle il serait? Oui. Mais vous prenez absolument pas compte du thème natal? Toujours pas. Le soleil, c'est dans le thème natal. Oui, mais vous prenez juste le soleil. Non, mais d'accord, dans le thème natal, oui. Je prends c'est un système ternaire. Soleil, Jupiter, étoile fixe. Et l'étoile fixe qui est celle qui coïncidait avec le soleil natal. Alors, dans votre méthodologie, il faut d'abord déterminer quelle personne est destinée à être un leader, donc est concernée par l'astrologie. Mais ensuite, entre le. Non, c'est l'inverse. Il faut déterminer Qui est un leader. la politique qu'on veut suivre. Et on prend le leader qui correspond. D'accord, mais si j'ai déterminé que je veux suivre telle politique, comment je sais quel leader va correspondre à cette Parce que, tout simplement, d'après ces configurations, je sais que lui, il est dans phase X ou Y. D'accord, donc oui, en fait, il y a deux possibilités à chaque fois. Je choisis le leader qui correspond à la politique carré, que je veux mettre en œuvre. Il y a deux solutions. Soit je prends un leader et je dis, bon, on verra bien ce qu'il va faire, oui, ou bien je décide ce que je veux qu'il soit fait. Et à ce moment-là, je choisis un leader qui corresponde pendant les 3 prochaines années ou les 2 prochaines années à ce programme-là. Mais je parle de méthodologie. Donc votre méthodologie, c'est juste de savoir si tel leader il va correspondre parce qu'il est en phase de conjonction-opposition et tel autre leader va plus correspondre parce qu'il est en phase de quadrature. Bien sûr. D'accord, c'est le seul point que vous utilisez. Absolument. D'accord. C'est simple. Donc c'est un choix. Alors effectivement, on peut, en connaissance de cause, savoir, voilà. Et on sait aussi que ce leader qu'on choisit maintenant, dans 2 ans, il aura une autre politique. Donc on sait déjà à l'avance comment ça va se passer ensuite. Oui. Donc on n'aura pas besoin forcément d'en. De toute façon, ce qu'il faudrait bien comprendre, mon cher Dominique, c'est que de toute façon, ces deux systèmes doivent alterner. De toute manière. On ne peut pas mener une politique uniquement en phase A ou en phase B. Il faut alterner le A et le B, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Mais de toute façon, il faut bien comprendre dès le départ qu'il y a un temps pour s'occuper dans l'espace, si vous voulez, et il y a un temps pour s'occuper dans le temps. L'espace, c'est le carré, c'est-à-dire voilà, la société, ce que les gens pensent aujourd'hui, l'atmosphère actuelle, etc. Et le temps, c'est hier, demain, etc. C'est un autre. Bon, donc on va passer d'une priorité spatiale qui va englober tout le monde, qui va être à l'écoute de tout le monde, de ce que les gens veulent, etc., de l'opinion, à une priorité plus responsable, plus organisée au niveau des enjeux à long terme, etc. De toute façon, ces deux politiques sont nécessaires. On ne pourra pas toujours faire triompher la politique A et ignorer la politique B, et inversement. Elles doivent alterner, elles doivent se combiner, elles doivent se compléter. Et donc, par conséquent, on choisit.
Non. De toute façon, on va pas tirer au sort. Alors, ou alors on tire au sort, comme ça, voilà. On prend quelqu'un et puis on dit, bon, on verra bien ce qu'il va faire. Tu proposes choix, je crois. Comment? C'est un choix qui est proposé à la démocratie par. Oui, la démocratie. Mais enfin, oui. Alors, mais à la limite, ça serait pas encore le moins pire. Parce que peut-être qu'en tirant au sort, peut-être que les dieux nous permettraient de trouver la bonne solution. Ce ne serait pas forcément la moins pire des solutions, à la limite. Hein. Parce que moi, je n'exclus pas, je suis assez croyant de ce point de vue-là, je n'exclus pas que l'on puisse être. Moi, je crois au subconscient, etc. Donc, pourquoi pas? Enfin, bon. Alors, pour la petite histoire, comme vous le savez, moi, je suis né avec une triple conjonction. Soleil, Jupiter, Aldébaran. Antares, oui. Ah, c'est intéressant. C'est assez amusant parce qu'en fin de compte, il est rare de naître au moment où il y a une conjonction sur les Jupiter. Ah, je ne sais pas, une question provocatrice. Pourquoi vous vous référez à votre thème natal si vous pensez qu'il n'a aucune valeur? Ah non, j'ai pas dit ça. Justement, je crois que ces éléments du thème natal, eux, sont importants. On l'a dit tout à l'heure. C'est ce que je retiens du thème natal. Ah oui, d'accord. Mais en termes, parce que c'est ce que diraient finalement les sceptiques pour tous les astrologues, c'est parce que c'est pas votre situation personnelle qui vous pousse Non, mais non. à créer des théories Oui, qui sont oui. liées à ça. Non, mais de toute façon, Avant, vous êtes ascendant Capricorne, vous avez fait une théorie sur Saturne et les étoiles fixes. Ensuite, vous êtes passé sur Jupiter et l'ascendant. Bon, bah, vous avez un soleil conjoint Jupiter en Sagittaire. oui, on peut dire ça si les gens sont mal intentionnés et mal. Voilà, c'est tout. Moi, je dis que c'est exactement l'inverse. Je dis que quelque part, premièrement, pour une raison très simple, c'est que moi, je n'ai adopté cette théorie que très tardivement. Alors que je connaissais mon thème depuis très longtemps. Donc c'est pas mon thème qui m'a inspiré. Pendant 40 ans, j'ai ignoré ce phénomène-là. En tout cas, bon, donc c'est même pas un argument. Il se trouve que, inversement, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai constaté. Alors vous me direz, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tout à l'heure je disais par exemple, on parlait de, bon voilà, il y a une sorte de karma, si on peut dire, qui fait que il y a des indices qui nous sont fournis à la naissance. Et que quelque part, ce que je devais trouver à 72 ans était déjà inscrit dans mon thème astral. Mhm. Mais ça n'est pas de l'astrologie, ça c'est plutôt le karma, le destin, les guides, enfin on peut appeler ça comme on voudra. Je peux vous poser une question Oui. Personnelle? Est-ce que vous avez déjà cru à votre thème natal? Justement, ce qui est assez paradoxal, c'est que quand j'ai commencé l'astrologie, je suis tombé là-dessus. Sur votre thème natal? Non, sur cette conjonction. Ah oui. C'était même la première chose qui m'a amené à l'astrologie, finalement, quelque part. Mais après, bon, j'ai pris ma distance par rapport au thème natal pendant très très longtemps. Je me suis plus intéressé au thème natal peut-être pendant 25 ans ou 30 ans. Mais... Parce que moi, par exemple, j'étais plutôt dans l'astrologie mondiale. Mhm. Et donc finalement, le thème natal, j'avais décidé de ne plus m'y intéresser, mais alors depuis très 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 longtemps. Mais malgré tout, vous fréquentiez des astrologues, nombre d'astrologues. Donc, même que vous croyez ou pas à votre thème natal, savoir ce qu'il contenait, pour savoir qu'est-ce que les autres astrologues auraient pu penser de vous, puisque ce que vous semblez penser, c'est qu'il y a une sorte d'hypnose produite par le thème natal, et les gens pensent qu'ils correspondent à ce thème, et du coup que vous correspondez à Je ne votre crois thème. pas. Je crois que je vais vous dire très franchement, mon cher Dominique, contrairement à ce que vous croyez, les astrologues ne croient pas en l'astrologie. Vous pensez? Oui. Je veux dire que dans leur vie ensemble, j'ai jamais vu une réunion d'astrologues qui prenait une décision pour organiser quoi que ce soit en tenant compte de l'astrologie. Oui, j'en avais parlé. Non, mais alors là, vous êtes à côté de la plaque. Hein, c'est la fameuse histoire des augures, vous savez, à Rome, qui ne pouvaient pas s'empêcher de sourire quand ils se rencontraient. Non, l'astrologie est totalement absente des réunions d'astrologues. Totalement. Vous n'êtes pas aux États-Unis, mais en France, absolument. C'est tout à fait quelqu'un qui dirait on va organiser cette réunion parce qu'il y a telle configuration, on rirait de lui. C'est peut-être ça aussi qui lui manque. Quand, je sais pas, si les thèses de Michel Onfray et de Nietzsche, si on juge un philosophe non pas uniquement à sa philosophie, mais aussi à la vie qu'il a menée par rapport à sa philosophie. Donc une personne qui croit à l'astrologie, entre guillemets, elle devrait, pour être en accord avec elle-même, conduire sa vie selon les règles astrologiques, c'est-à-dire faire des choses qui sont des colloques qui sont à des moments propices et éviter d'en faire à des moments Oui. qui peuvent poser problème. Donc voilà, donc je vous
une sorte de Je nouvelle vous, je religion. vous déniaise là, en disant ne croyez pas du tout à qu'une seconde que les astrologues tiennent compte de l'astrologie dans leurs relations au sein de leurs associations, de leurs mouvements, etc. Ça n'a jamais joué le moindre rôle. Et je ne pense pas que beaucoup de gens aient été influencés par le fait que j'avais mon thème comme ceci, comme cela. Ça n'a jamais été mis sur la table. Peut-être que ça a joué dans l'esprit de certaines personnes. Je ne crois même pas spécialement. Donc non. Alors d'autre part, alors moi, alors là vous me poussez dans mes retranchements, j'ai toujours dit qu'un astrologue n'a pas besoin de croire en l'astrologie de toute façon. Oui, ça, je connaissais cette théorie. Et qu'on peut très bien, c'est ce que j'ai appelé la cosmothérapie, ça paraît, parce que j'ai fait 2 éditions de clés pour l'astrologie, qui ne sont pas pareilles du tout. D'accord. Celle de 76 et celle de 93. Mhm. Donc il faut les comparer, mon cher. Et donc, la cosmothérapie, c'est de dire, voilà quelqu'un qui croit en l'astrologie, qui vient vous voir. Grâce à l'astrologie, vous pouvez communiquer avec lui, en vous référant plus ou moins à l'astrologie, pour faire passer certains messages. Voilà. Donc ça va pas plus loin. Mais je sais pas, est-ce que c'est Et même j'ai vrai? donné des cours comme ça. J'ai formé même dans le cadre de Oui, l'INAD, je me suis- j'ai donné des cours où je formais des futurs astrologues en leur dans disant de cette pas démarche. croire, Hmm. en leur disant de pas croire, quoi. Voilà. Mais Mais en sachant comment il fallait se comporter par rapport à l'astrologue, bien sûr, par rapport au client. ce qui me paraît probable, c'est qu'effectivement les astrologues français de la deuxième moitié du XXe siècle ne tenaient pas compte de l'état du ciel pour organiser des colloques ou quoi que ce soit, mais de là à dire qu'ils ne croyaient pas en leur propre thème natal, ça vous semble... Il y a une différence entre les deux quand même. Il y a ce qu'on appelle le contre-transfert. Mhm. C'est-à-dire que le client croit en l'astrologie, l'astrologue n'a pas à croire à ce que croit le client. Ça d'accord. Mais là on parle d'une relation à deux, c'est qu'il y a le client et l'astrologue. Mais l'astrologue qui est seul face à son thème. Vous pensez vraiment que la plupart des astrologues français du XXe siècle étaient sceptiques de l'astrologie génétique? Mais là, encore une fois, on va parler des astrologues professionnels ou des astros, des gens qui s'intéressent à l'astrologie comme ça. Parlons Non, des non, mais élites, justement, non, mais des justement, noms connus, non, quoi. bah justement. Par exemple, André Barbeau, Jean-Pierre Nicolas, ou ces gens-là ne pensaient pas que leur thème natal était valide. Donc, premièrement, ils ont chacun leur propre façon de travailler sur le thème natal. Moi, par exemple, je crois à mon thème natal actuellement. À une partie, oui. Oui, j'y crois. Justement, alors c'est paradoxal. Actuellement, je ne suis pas du tout dans cette position. Parce que si. Actuellement, je suis dans une position qui n'est pas celle que j'ai exprimée il y a 30 ans. Oui, bien sûr. Il y a 30 ans, je prenais de la distance. Aujourd'hui, j'ai dit, sous les conditions que j'ai précisées, oui, il y a des choses dans le thème natal qui sont essentielles. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, quand je dis qu'il faut choisir un candidat pour telle et telle raison, c'est par rapport à son thème natal. Mhm. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai l'impression que vous n'avez pas à faire la synthèse de mes propos. Bien entendu que le thème natal est important, à condition de ne pas considérer que le thème natal, même pour Gauquelin, il n'accepte pas tout le thème natal. Voilà. Il n'accepte que certains éléments du thème natal. Ben moi, c'est pareil. Je suis comme Gauquelin, je n'accepte que certains facteurs du thème natal. Il faut que je dise plus de Gauquelin. Ben, il va vous dire qu'il s'intéresse à Mars, Jupiter, Saturne, par exemple, Oui, ça et aux positions en maison, ça, c'est les mais résultats de ces il ne études. s'intéresse pas ni aux significations des maisons, ni aux signes zodiacaux. Donc, et même Barbeau, il ne s'intéresse pas à l'autre. Non, contrairement à ce que vous croyez, il y a toute une recherche astrologique qui s'intéresse au thème natal que par certains angles. C'est le cas de dire. Mhm. Donc ne faites pas dire non. Non. Gauquelin croyait à certains aspects du thème natal. Moi, je crois à certains aspects du thème natal. Alors, vous essayez de nous mettre dans une situation tout ou rien. Non, pas tout ou rien. Ah, il y en a un qui fait ça, c'est Hadès. On en avait parlé aussi. Quelqu'un qui croit vraiment que tout ce qui est contenu dans l'astrologie D'accord, mais bien sûr, et du coup, pourquoi qui pas. vit en accord aussi Mais avec je ne parle pas de la thèse, je dis qu'on a le droit de n'accepter que certaines choses du thème natal. Oui, bien sûr. Et par exemple, on n'est pas obligé d'accepter Uranus, Neptune et Pluton. Oui. C'est d'ailleurs ce que font les astrologues, enfin beaucoup de gens qui pratiquent l'astrologie traditionnelle. Voilà. Donc, bon, vous êtes obligés. Ne nous enfermez pas dans l'idée de c'est le thème natal dans sa totalité. Oui, mais alors si j'accepte que votre position est valide, on peut aussi accepter que celle du thème natal dans sa totalité Ah non, est valide aussi. ah non.
Non, Pourquoi? parce que on est dans la confusion. On est il y a trop de facteurs qui se combinent, qui se mélangent, etc. C'est le fourbi, c'est le chaos, c'est le tohu-bohu. Mais je comprends pas comment vous pouvez. Mais si, mais là on retombe dans ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a tellement de facteurs qui se combinent. Je sais pas, écoutez, moi je ne vais pas discuter de ça, on en a déjà parlé avec vous. Vous avez un esprit qui fonctionne comme ça. Vous vous retrouvez, vous êtes musicien par ailleurs, bon, peu importe. Bon, c'est votre problème. Mais quelqu'un qui est un petit peu structuré mentalement, il ne peut pas se retrouver dans le thème natal dans sa totalité. Et d'ailleurs, tous les chercheurs vous diront, enfin, dire, c'est tout. Bon, vous avez une autre façon de fonctionner. Je ne vais pas vous psychanalyser. Je ne sais pas comment. Bon, vous aimez la diversité, vous aimez la complexité. Vous aimez quand les choses se complètent. Bon, en musique, je comprendrais. En peinture, je comprendrais, etc. Vous avez un rapport artistique à l'astrologie. C'est-à-dire, voilà, on fait un portrait avec des touches, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de voilà, etc. Plutôt, moi je trouve ça assez rationnel, mais en gros, ce que propose l'astrologie, c'est que l'humain est divisé à plusieurs catégories en Oui. soi, montrées par les planètes, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, tout ça, et que chez chaque être humain, même si les significations de ces planètes sont universelles, elles s'agencent de manière différente selon tous les aspects qu'elles reçoivent, selon le signe, donc c'est-à-dire Non, mais là, la planète dans laquelle elle est diffusée. on est dans les années 50, là. Oh, d'accord. Non, mais vous avez raison. Moi, je suis intéressé de savoir, justement, comment ça se fait que cette vision-là a été perdue. Oui, mais par exemple, les gens, qu'est-ce qu'ils connaissent de l'astrologie? Le public, il connaît son signe solaire. Ouais. Bon, voilà. Pour eux, c'est ça l'astrologie. Et alors? Et ben donc, vous voyez bien que les gens n'ont pas besoin. Au contraire, pourquoi les gens, ça ne les gêne pas de dire qu'ils sont béliers, taureaux et gémeaux? Parce qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur dise, vous êtes bélier, plus gémeaux, plus cancer, etc. Ils veulent de la simplicité, les gens. Enfin, le fait que l'astrologie soit populaire, c'est une invention. Non, mais je vous dis simplement, en passant, que les gens, ils perçoivent l'astrologie comme ça. Sous cet angle, justement, d'un facteur. Oui, mais enfin, ce genre d'approche, en gros, moi je pense que c'est un peu comme la question de l'effet Barnum. Si on lit le texte de base de l'effet Barnum, c'est un texte qui est grossier. Donc, est-ce que je me reconnais ou pas dans le texte de l'effet Barnum? Bah, je vois que c'est un texte grossier, donc grossièrement, oui, je veux dire que ça me correspond. Le signe solaire, c'est la même chose. Bah, moi, vous avez quoi? Le soleil en Sagittaire. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le Sagittaire? Bon, bah, vous avez Non, mais moi, je description. ne me reconnais pas en les signes zodiacaux, de toute façon. Oui, oui, Donc, de bien toute sûr, façon, c'est juste un exemple. Mais si vous la seule description qui dit, bah voilà, on parle de vous et on vous donne la description du Non, signe mais du Sagittaire. écoutez, bon, on a déjà eu cette discussion. Je crois que c'est un dialogue de sourds à ce niveau-là. Vous avez une autre programmation mentale. D'accord, moi, ce que je veux non, mais comprendre, c'est pourquoi cette approche a été perdue du thème natal dans sa totalité, comme ce que vous dites. Non, mais écoutez, moi, à mon avis, vous devriez trouver vous-même la réponse. C'est très simple. Hein. Si vous ne comprenez pas pourquoi, hein, c'est tout. Vous ne comprenez pas à un moment donné, l'esprit a besoin d'avoir une certaine clarté et qu'on ne peut pas tout mélanger. Bon, si vous ne comprenez pas ça, tant pis pour vous, ce que je vous dise. Tant pis pour vous. Moi, je vous dis, c'est votre problème. Vous avez ce problème. Voilà. Maintenant, moi, je crois que l'astrologie n'est. Alors, je vous répondrai. Ce que vous dites est juste, mais ce n'est pas de l'astrologie. Que l'individu soit ce que vous dites, oui. Mais l'astrologie n'a pas à s'occuper de ça. Le grand problème, c'est de quoi s'occupe l'astrologie. Maintenant, il y a des gens qui s'intéressent à telle chose, ils voudraient que l'astrologie s'intéresse à ça. Non, elle ne s'intéresse pas à ça. Allez voir le psychologue, allez voir le thérapeute, allez voir qui vous voulez. Elle s'intéressait à ça pendant la Grèce antique. Non. L'astrologie individuelle s'est développée pendant la Grèce antique. C'est possible. C'était une dérive. Alors, c'était une corruption de l'astrologie, pour employer une expression que j'aime bien. L'astrologie a eu deux dérives. Une dérive astronomique et une dérive psychologique. Qui l'ont fait dévier de sa voie. La dérive psychologique, et d'ailleurs les deux sont liés. Parce que c'est justement la dérive astronomique. Vous savez que Barbeau écrit par exemple de la psychanalyse astrologie, il dit le thème astral est d'une telle complexité que ça justifie qu'il s'intéresse à la complexité du psychisme humain. Et donc c'est la complexité du nombre de planètes qui va justifier qu'on applique l'astrologie à la complexité de l'humain. Donc c'est un cercle vicieux.
moi je suis plutôt d'accord avec lui Mais finalement. non, mais c'est pas une question d'être d'accord avec lui. C'est justement cette espèce d'inflation astronomique qui dit voilà, il y a tous ces facteurs-là, il faut bien s'en servir d'une manière ou d'une autre. Donc on va s'en servir pour étudier la psychologie de la personne. Mais si l'astrologie n'était pas tombée dans le piège de l'astronomie et de cette inflation astronomique, elle n'aurait pas eu cette tentation de faire de la psychologie. Ah, mais C'était un engrenage. donc, ce que j'ai compris, c'est que chez vous, l'astrologie individuelle, c'est déjà une. Ah non, puisque vous prenez le thème natal en compte. Mais la réforme de l'astrologie au 6e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est une corruption de l'astrologie, c'est ça? Oui, par exemple, quand Ptolémée, c'est pas le 6e siècle, c'est le 2e siècle après notre ère, quand Ptolémée écrit la Tétrabible, il essaye d'ajuster l'astrologie avec l'astronomie. Et ça fait partie des dérives. À un moment donné, l'astrologie a beaucoup souffert de sa fréquentation de l'astronomie. Et la preuve en est d'ailleurs sur tout ce qui s'est passé depuis le 18e siècle. Hein, Cérès, Neptune, Pluton, etc. Bon. Donc ça, c'est déjà la première dérive. C'est de croire que puisque ça existe, on va en rajouter. Bon. Avec la modification aussi des théories des domiciles, etc. Bon, donc ça, c'est la dérive. L'astrologie contemporaine est née de cette première dérive, plus les conséquences de cette dérive qui fait que cet accroissement de facteurs oblige l'astrologie à se demander à quoi elle sert, à quoi tout ça, ça peut servir. Et à ce moment-là, elle va basculer dans la psychanalyse, etc. Donc Barbeau est à la fois, il est sur la sellette à la fois par sa psychanalyse de l'astrologie, par en 1961, et par ses bouquins sur l'astrologie mondiale. Dans les deux cas, il est dans la dérive, mais pour des raisons totalement différentes. Parce que paradoxalement, effectivement, Barbeau, il essaie de passer outre au problème du thème natal, du thème individuel, tentation que j'ai subie d'ailleurs pendant moi-même longtemps, sans être pour autant dans la ligne de Barbeau, mais enfin j'étais quand même dans cette direction. On ne s'intéresse pas au thème natal, voilà. Bon. Moi, j'essaie de montrer qu'il y a un chemin intermédiaire, il y a un élément du thème natal qui est sensible aux facteurs planétaires qui bougent. Jupiter est une planète qui est dans le ciel, le Soleil est une planète qui est dans le thème natal, et c'est la connexion entre les deux qui fait fonctionner l'astrologie. Bon. Et effectivement, je vous ai répondu, effectivement, l'historien d'astrologie doit constater des dérives, des dérives, et la première dérive, effectivement, c'est qu'à un moment donné, les astronomes ont pris le pouvoir sur l'astrologie. Et ils ont imposé leur propre. Et quand Ptolémée fait sa théorie des domiciles planétaires, dans sa tétrabible, il essaye à tout prix de connecter les. Alors justement, à ce propos, j'ai des choses à vous dire, de connecter les planètes avec les signes zodiacaux. Et alors, à votre avis, est-ce que vous avez réfléchi sur l'organisation des domiciles planétaires? À quoi ça correspond? L'éloignement des planètes par rapport au Soleil? Oui. Eh bien, en réalité, et ça c'est une découverte que j'en ai parlé je crois dans une vidéo, mais ça vous échapper. En réalité, il y a d'un côté, si on considère le thème natal, on appelle le thème amundi, enfin bon, le thème de base, c'est-à-dire que normalement la position des planètes dans les signes devrait correspondre à une réalité astronomique. C'est valable pour Mercure en Vierge et Vénus en Balance, Oui. mais ce n'est pas valable pour Mercure en Gémeaux et Vénus en Taureau. Ils sont trop loin du Soleil. Oui. Alors comment expliquer cette difficulté? Vous savez quelle est la solution? C'est d'échanger à ce moment-là, de mettre le Soleil en Cancer et la Lune en Lion. Non, ça ne change pas fondamentalement le problème. Le problème, je vais peut-être prendre un tableau là-dessus, le problème c'est que il y a deux référentiels différents. D'un côté, Ptolémée prend le référentiel Lune en Cancer, Soleil en Lion, qui permet de mettre effectivement Mercure en Vierge, Vénus en Balance. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'autre référentiel, Bélier-Taureau. D'accord. Qui est la base des exaltations. Oui. Ouais. Il prend l'autre référentiel Bélier-Taureau, et là vous avez Mercure
Mercure en Gémeaux Oui. et Vénus en Taureau. Donc en fin de compte, il a combiné deux référentiels, il ne le dit pas. En réalité, le premier système, Soleil, Cancer, Lion, ne fonctionne que pour une série de planètes, pour Mercure, Vénus, en Vierge et en Balance. Mais pour comprendre l'autre système, il faut changer de référentiel. On parle plus de Cancer, Lion, on parle de Bélier, Taureau. Ah, mais après, le système d'exaltation, vous êtes sûr qu'il n'existait pas déjà avant Ptolémée? Mais peu importe. Il l'aurait peu importe, justement, c'est pas lui qui l'a créé. Il a récupéré quelque chose qu'il a mis d'une manière complètement incohérente, puisqu'il a mis dans son système un référentiel qui n'existait pas dans ce qu'il proposait. Il propose Bélier, il propose Cancer, Lion, et ça ne vaut que pour une partie des planètes. Ça ne vaut que pour les 5 autres planètes. Oui. Et pour les 5 autres planètes en domicile, il faut partir de Bélier, Taureau. D'accord. C'est ça que j'ai découvert récemment. Donc en histoire, on fait tout le temps des recherches comme ça. Oui. Donc il a fait une sorte de mélange comme ça, voilà, il a pris un truc par-ci, un truc par-là, et puis il a mis tout ensemble. C'est pas très logique, puisque vous disiez bélier taureau, mais donc soleil en bélier, lune en taureau. C'est ça que vous dites. Oui. Et alors pourquoi on réutiliserait le taureau pour Vénus? En tout cas, Vénus, pourquoi pas après tout. Voilà, Vénus a le droit. Le problème, c'est que Vénus a le droit d'être conjointe au Soleil. Par contre, elle n'a pas le droit d'être à l'opposé du Soleil. D'accord. Donc c'est un autre problème, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le système, la dimension astronomique des domiciles, elle est valable que pour un référentiel. Elle est valable à condition d'utiliser d'un côté Cancer-Lion, de l'autre côté Bélier-Taureau. C'est-à-dire que ce sont les deux référentiels exaltation-domicile qui se retrouvent dans un seul et même système, qui est un système bancal. Voyez-vous, voyez-vous, moi je suis un vieil astrologue, pour arriver à trouver ça, il m'a fallu 60 ans, tout presque. C'est-à-dire que j'ai beau avoir travaillé sur ces sujets pendant très longtemps, on ne trouve pas tout de suite la solution. Ça m'avait échappé. Comme quoi il faut reprendre les problèmes indéfiniment pour voir les trucs, etc. Ça m'avait échappé ce truc-là que je suis en train de dire. Maintenant c'est évident, mais j'avais pas trouvé. Il faut que ça retravaille cela. D'où l'intérêt de l'âge, je suis obligé de dire, l'âge qui permet, quand j'ai écrit Clé pour l'astrologie en 76, j'avais 27 ans, j'avais pas encore compris ce point-là. J'étais tombé dans les histoires de polarité, etc., à la mort purgo, etc. Mais je n'avais pas compris parce que je n'étais pas assez malin. Je n'étais pas assez exercé à ce qu'on appelle le syncrétisme. Je n'étais pas assez exercé à la notion de corruption. Je n'étais pas assez exercé à la notion d'interpolation. Je n'étais pas assez méfiant. Je n'avais pas l'esprit assez mal tourné pour dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il nous met deux trucs ensemble qui ne collent pas. Voilà. Et comme ça, on déconstruit le système. Alors donc là, effectivement, aujourd'hui, je suis en train de déconstruire totalement le système en question. Sauf que non, je dis simplement que dans la théorie des domiciles de Ptolémée, elle est valable, à condition de précis. Elle est valable, mais la base qu'il donne n'est pas valable. C'est-à-dire qu'il donne les bons résultats, mais pas avec la bonne base. D'accord. Puisqu'il ne cite, à aucun moment, il ne parle, et quand il parle du domicile de Mercure en Gémeaux, il ne dit à aucun moment que c'est fonction du fait que le Soleil est en Bélier. En Taureau. Alors justement, il y a aussi un autre problème, que vous avez peut-être relevé, effectivement, c'est que c'est le contraire. C'est-à-dire que en réalité, c'est le Soleil qui doit être en Taureau et la Lune en Bélier. Oui. C'est déjà en 76 que j'avais dit ça d'ailleurs. Ouais. Donc voilà. Parce que si vous mettez le Soleil en Taureau, vous comprenez que Mercure est en Gémeaux. Mais si vous mettez le Soleil en Bélier, il ne peut pas être en Gémeaux. Oui. Parce qu'il y a une élongation trop forte. Donc là encore, il faut corriger ce point-là. Il y a, comme vous avez dit justement, quand le Soleil est en domicile dans un signe masculin et en exaltation dans un signe féminin. Et la Lune est en domicile dans un signe féminin et en exaltation dans un signe masculin. Mais ça a été perdu.
Là, voyez-vous, on a fait un petit travail qui peut intéresser nos lecteurs là-dessus. On va continuer